Florence Leborgne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes analyste à l'IDAT. Mhm. Votre spécialité? La télévision et les contenus numériques d'une manière générale. Alors on est aujourd'hui ici pendant quelques jours à Montpellier pour DigiWorld, le grand congrès de l'IDAT, où on parle de plein de choses. Cette année on parle des mines, des Digital Gold Mines. Mhm. La vidéo, la télévision en est une. D'après vous, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit sur ce marché arriver? Déjà, on parle beaucoup de cord cutting, autrement dit de couper le cordon. De quoi il Mhm. s'agit? Alors, le cord cutting est une notion qui reste encore relativement floue à l'heure actuelle, qui est essentiellement liée au marché nord-américain, notamment parce que le marché nord-américain est caractérisé par un très fort taux de pénétration de la télévision à péage et notamment par le câble, d'où cette idée de cord cutting. Et pour le moment, on commence à assister à une certaine désaffection du réseau câblé. Et on peut supposer que une des raisons de cette désaffection pour le câble est notamment liée au développement très important sur le marché nord-américain des services dits OTT, over Mhm. the top, comme Netflix ou comme Hulu par exemple. Et donc, si on essaye de donner une définition à cette notion de cord cutting, on pourrait dire qu'il s'agit de se désabonner des offres de télévision à péage traditionnelle premium cher. On paye Mhm. 70, 80, 100 dollars pour une offre de télévision à péage traditionnelle aux États-Unis, alors que pour 7 euros, 7 dollars, pardon, 99, on dispose d'un accès large à des séries télé, des films, des dessins animés et certains shows télé de façon tout à fait facile à travers tous ces services. Alors, vu de la France, nous, on a un particularisme local, si on peut dire, qui sont les box. Mm. Il n'y a qu'en France, d'ailleurs, qu'on a ce type de box où elles sont le plus répandues. Alors, les box, tout ce qui est smart box d'une manière générale, hein, donc la capacité à apporter des fonctionnalités avancées, dont des PVR et puis Mhm. certains nombres de services associés, et quelque chose qui ne nous est pas particulier, qui est évidemment très présent en France à travers le développement très important des fournisseurs d'accès Internet, qui là nous est très spécifique. Mhm. Mais d'une manière générale, tous les câbles opérateurs, tous les fournisseurs d'accès Internet et même largement les opérateurs satellites disposent également très largement de ce type de set-top box. Néanmoins, on a un particularisme français du fait du taux de pénétration très important de l'IPTV en France Mhm. et qui se caractérise aussi par le déploiement d'un parc de set-top box, typiquement la Free Revolution, qui nous permet également d'accéder à du contenu complémentaire ou supplémentaire par rapport à nos chaînes de télévision linéaires traditionnelles. Donc, quelque part, cette notion de cord cutting qui peut être liée notamment au câble aux États-Unis, en France, se pose un peu moins, puisque finalement, l'IPTV arrive dans la box fournie par enfin, on va dire c'est un service complémentaire fourni par les FAI en plus du flux Internet. Alors, c'est une partie de la réponse. L'autre partie de la réponse, c'est aussi lié au fait que le prix chez nous est largement inférieur Oui, à celui pratiqué aux États-Unis. bien sûr. On est facilement, comme je vous le disais, sur du 80 ou du 100 dollars par mois aux États-Unis. En France, quand on paye 30 euros, on est sur une offre triple play dans laquelle on a et Internet et le contenu télé et la téléphonie. Mhm. Donc déjà, l'incitation à se priver de ce cordon pour accéder à du contenu télé est déjà beaucoup moins important que ça ne peut être le cas aux États-Unis. Et il est vrai en plus que pour cette somme relativement modeste, on accède à tout un ensemble de contenus vidéo très importants, mais qui est pour le moment plutôt lié à de la télévision de rattrapage et moins fortement lié à ces services OTT que l'on voit émerger plutôt sur le sol nord-américain, mais qui arrivent sur d'autres pays européens, dont en particulier le Royaume-Uni, l'Allemagne, plus récemment les pays scandinaves ou encore les Pays-Bas. Pour simplifier, l'OTT, c'est une petite boîte, on va dire, hein, ou un service que je vais louer avec un abonnement et qui va me permettre d'avoir du flux. Alors on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une boîte, en tout cas c'est un service qui passe par Internet ouvert Mhm. et qui me permet d'accéder sur mon PC, sur ma tablette, sur mon smartphone, mais également sur mon téléviseur via les smart TV ou via des consoles de jeux ou via des box dédiées à un ensemble de contenus relativement riches, en tout cas parmi les contenus les plus plébiscités par les téléspectateurs. Ce qui veut dire que des gens comme Apple, avec leur Apple TV et iTunes, n'est pas vraiment pour l'instant considéré comme étant un service OTT. Alors,
pas considéré au même champ, au même titre en tout cas que ne l'est Netflix, dans le sens où Netflix est un abonnement mensuel qui permet d'accéder à un catalogue de contenu large. Apple permet d'accéder plus essentiellement à du contenu à la demande avec du paiement à l'acte. Donc on est sur deux types de services bien particuliers. Néanmoins, on voit aussi toute la puissance d'Apple derrière à travers sa capacité à séduire un public relativement large et à déjà être très présent dans la plupart des foyers américains, européens et bien au-delà. Alors, avant de parler de l'effet générationnel, vous avez ébauché la question des écrans. Est-ce qu'aujourd'hui on constate une complémentarité ou on va dire une substitution de la consommation des contenus entre les écrans, notamment par rapport à ces services OTT? Alors, on est toujours dans une assez forte prédominance de l'écran télé, même si on voit par ailleurs les usages se développer très fortement sur écran nomade et principalement sur tablette. La télévision mobile telle qu'on l'avait envisagée il y a quelques années semble relativement enterrée. Par contre, la mobilité sur la vidéo revient très fortement à travers le développement des outils de type tablette et le développement d'applications qui permet d'accéder à du contenu vidéo. Donc pour le moment, on est plutôt dans une certaine complémentarité entre écran principal qui reste celui de la télévision et ces nouveaux écrans. On voit néanmoins la part de la consommation sur tablette se développer très rapidement et on peut imaginer qu'à terme, le développement de cette consommation sur tablette se fasse en partie au détriment de l'écran télé. Est-ce que si demain YouTube lance des chaînes de télévision en flux, on pourra les considérer aussi comme dans la catégorie OTT? Pour le moment, très certainement, à partir du moment où on reste sur un support de diffusion qui reste Internet, là où la télévision traditionnelle se définit finalement par l'utilisation de réseaux managés, donc avec une qualité de service assurée de bout en bout par un opérateur. Là où les choses vont devenir de plus en plus compliquées, finalement, c'est dans cette définition d'une chaîne de télévision. Qu'est-ce que cela veut dire sur Internet? Est-ce qu'on est vraiment dans du flux purement linéaire au même titre qu'un TF1 ou qu'un Canal+, et finalement quel est l'intérêt d'utiliser Internet pour faire du flux purement linéaire? Par contre, on peut très bien imaginer à terme une certaine confusion des genres entre on va dire un flux linéaire qui serait une sorte de vitrine d'un catalogue de contenu qui serait accessible par ailleurs à la demande. Et quand on voit les offres telles que Canal+, avec Canal Play Infinity, on pourrait très bien imaginer demain un espèce de service global dans lequel on ait du contenu qui est valorisé à travers son exposition sur une chaîne linéaire et puis par ailleurs l'accès à un catalogue large de films, de séries télé, etc. Sur Internet mais aussi sur son téléviseur. Et on sent bien qu'à travers les nouveaux développements que semble prendre YouTube, on pourrait très bien arriver à quelque chose d'équivalent, c'est-à-dire des grandes marques de la télévision, de l'édition de contenu d'une manière générale, qui proposent un ensemble de programmes sur Internet et qui essayent de le valoriser aussi via une exposition sur un flux linéaire. Donc demain peut-être tous diffuseurs. Oui, alors on a eu ce vieux rêve, je dirais, de tous producteurs et tous diffuseurs à travers YouTube, où on avait l'impression qu'on serait tous célèbres demain. Bon, on voit bien les limites de ce modèle aussi, mais on voit aussi que cela permet l'émergence de certains talents. Et on peut très bien imaginer que YouTube revienne en force demain à travers une offre beaucoup plus professionnelle, en s'appuyant sur des grandes marques, du contenu. Mais on voit bien aussi l'intérêt des annonceurs pour exploiter YouTube, pour se mettre à diffuser du contenu peut-être un peu différent de notre contenu traditionnel, mais qui commence à devenir populaire via ce type de site. Et en s'appuyant peut-être sur des plateformes de type Android TV, ex-Google TV, que Google essaye d'implanter. Quand on pense à Internet, aux nouveaux écrans, on pense aux jeunes. Je ne sais pas si c'est une image d'Épinal ou pas. Vous avez donné des chiffres. Je sais que vous avez des chiffres concernant, on va dire, leur déclaration quant à l'usage des réseaux, de services OTT, etc. En gros, on se constate qu'ils voudraient changer, mais que finalement, ça ne change pas tant que ça. Oui, finalement, on se rend compte qu'ils sont plus traditionnels que ce qu'on pourrait imaginer. Effectivement, ce sont globalement dans les tranches d'âge les plus jeunes, c'est là où on observe les taux d'utilisation les plus importants des nouveaux devices, en particulier tablettes, PC, smartphones. Ce sont aussi ceux qui sont les plus consommateurs de catch-up TV notamment. Et je citais une étude réalisée par
un cabinet américain qui justement interrogeait les 18-24 ans sur leur intérêt pour souscrire une offre de télévision traditionnelle par abonnement ou souscrire au contraire une offre OTT. Globalement, quand on interroge ces 18-24 ans, tant qu'ils habitent chez leurs parents, on se rend compte qu'ils sont très nombreux, environ la moitié d'entre eux se déclarent intéressés pour plutôt souscrire une offre de type Netflix, alors qu'un tiers seulement se déclarerait intéressé par souscrire une offre de télévision traditionnelle. Et quand on regarde quand ces jeunes grandissent, Ils deviennent plutôt dans la vie active, et dans la vie qu'ils active. s'installent À leur compte. à leur propre compte, si on peut dire ça comme ça, on se rend compte que finalement, ils commencent à s'intéresser beaucoup plus à la télévision traditionnelle de leurs parents. Et donc, quand ils commencent à s'installer dans cette tranche 18-24 ans, la moitié d'entre eux souscrivent directement une offre d'abonnement payante. Et quand ils se rapprochent de l'âge fatidique de 24 ans, 89% d'entre eux souscrivent effectivement à une offre d'abonnement à la télévision à péage. Alors ça veut dire quoi ça, c'est un espoir pour les acteurs du marché ou c'est un faux semblant ça veut dire quoi? Alors pour le moment, il est un peu difficile de l'interpréter parce qu'on est encore avec un recul qui est relativement faible, mais on a effectivement tendance à penser que ces jeunes se laissent aussi rattraper par un mode de vie qui est différent quand on est dans la vie active et quand on est étudiant, et que finalement il y a un certain confort à passer par un opérateur de télévision à péage qui déjà laisse accès à un choix extrêmement large, et qui, généralement, quand on rentre dans la vie active, est accessible puisqu'on a les moyens financiers de pouvoir accéder. La facilité aussi d'avoir accès à une offre packagée par un seul opérateur. Et quand on regarde les offres de télévision à péage maintenant, aux États-Unis notamment, on a certes les chaînes de télévision linéaire traditionnelles, mais on a aussi la capacité à accéder à un grand nombre de ces chaînes via son opérateur sur smartphone, sur PC, sur tablette. Donc on est dans ce fameux Atawadak, Anytime, Anywhere, Any Device, Any Content, etc. Mais facilité par l'opérateur qui a bien compris qu'il avait intérêt à proposer une offre de service supplémentaire pour continuer à capter le téléspectateur traditionnel, qui se met à son tour à développer des offres équivalentes aux offres OTT, donc avec l'accès à un catalogue plus ou moins important selon l'opérateur de séries télé et de films notamment. Donc un espèce de mini Netflix associé à son opérateur câble traditionnel. Quel est, pour vous, sur la dernière question, le facteur clé de succès de ces services-là, qui finalement sont assez... Il y en a beaucoup, peut-être un peu complexes. Quels seraient pour vous les facteurs clés de succès qui feront que, ben voilà, on parle beaucoup de Netflix, il y a certainement une raison. Qu'est-ce qui va faire que certains vont mieux marcher que d'autres? À mon avis, il y a 3 facteurs clés essentiels, qui est notamment l'accès à du contenu, c'est-à-dire avoir accès au contenu premium, celui qui est attendu Donc par la qualité du catalogue. Exactement, donc sa largeur et sa profondeur, le prix, puisqu'évidemment on voit bien à travers les offres comme Netflix qu'on est sur du 7,99 $, donc un prix extrêmement bas pour un catalogue riche, et bien entendu une interface utilisateur extrêmement facile d'accès. On voit les sommes qui circulent sur les investissements faits par Netflix pour améliorer son interface, qui est pourtant déjà reconnue comme étant excellente. On parle de 200 millions de dollars qui auraient été investis sur l'amélioration de son interface utilisateur. On sent bien que ça devient un point complètement clé, et notamment par rapport à une expérience télé traditionnelle où il suffit d'appuyer sur un bouton pour allumer le téléviseur et quelques boutons pour passer d'une chaîne sur l'autre chaîne. On sent qu'on a besoin de remettre plus de simplicité dans un environnement de vidéo sur Internet qui est peut-être devenu un peu complexe pour un grand public. Merci beaucoup Florence. Merci.